Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source un peu particulière. Pas un article, pas une étude, mais un script. Le script d'un dialogue qui simule un moment incroyablement difficile. L'annonce d'un diagnostic de cancer en phase terminale. Oui, bonjour. C'est un document qui est, bien que fictif, d'un réalisme assez saisissant. Et il faut préciser tout de suite, notre objectif, c'est pas d'analyser le cancer du pancréas d'un point de vue médical, Non, pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est la conversation elle-même, la mécanique de la communication, en pleine crise. Comment est-ce qu'on annonce des nouvelles aussi dévastatrices? et comment on les reçoit. C'est exactement ça. On va regarder la stratégie du médecin, étape par étape. Mais aussi la manière dont le patient et son épouse réagissent, parce qu'ils incarnent des réactions très différentes, mais tout aussi valides face au choc. C'est une exploration de la façon dont la communication devient en soi une forme de soin. Alors entrons dans cette salle de consultation. La scène s'ouvre, le couple est là, forcément très anxieux, et les tout premiers mots du médecin sont « Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. J'aimerais que nous prenions le temps ensemble de parler des résultats. » Voilà. Ça peut sembler être une simple politesse, mais c'est bien plus que ça. On sent qu'il installe un cadre, c'est ça. C'est une technique clinique en fait. Chaque mot est pesé. Le mot « ensemble », par exemple, il n'est pas anodin. Il se positionne pas comme l'expert qui délivre une vérité, mais comme un partenaire. Un partenaire dans l'épreuve. C'est ça. Et prendre le temps, c'est tout aussi crucial. Il signale que les contraintes d'horaire, le monde extérieur, tout ça n'existe plus. Cet espace est sanctuarisé. Je comprends l'intention qui est de créer une sorte de bulle de sécurité, mais est-ce que cette approche très solennelle finalement ne risque pas aussi d'amplifier l'angoisse? C'est une excellente remarque. En entendant ça, ils doivent se dire Mon Dieu, s'il prend autant de précautions, la nouvelle est terrible. Oui, bien sûr, ça augmente la tension. Ils savent que c'est pas pour une bonne nouvelle. Mais le médecin fait un pari stratégique. Il choisit d'assumer cette tension plutôt que de risquer une annonce brutale qui casserait tout. Qui romprait la communication. Exactement. Il préfère construire une alliance, même dans cette angoisse, parce que c'est sur cette alliance qu'il va pouvoir s'appuyer après. Et cette progression, on la retrouve dans l'annonce elle-même. Il ne lâche pas le mot cancer d'un coup. Il parle d'abord d'une maladie sérieuse. Oui, Puis il précise une tumeur au niveau du pancréas. Et c'est seulement quand le patient demande Vous voulez dire un cancer qu'il confirme Oui, c'est un cancer du pancréas. c'est une technique pour éviter ce qu'on appelle le chaos informationnel. Le chaos informationnel? Mais si vous entendez le mot cancer sans aucune préparation, le choc peut être si violent que le cerveau se met en pause. Littéralement, la personne est là, physiquement, mais elle n'entend plus rien. La conversation est terminée avant même d'avoir commencé. Donc en y allant par étapes, il donne au cerveau quelques secondes pour se préparer à encaisser le coup. Il lui permet d'arriver lui-même à la conclusion. C'est le patient qui prononce le mot en premier. Psychologiquement, c'est très différent. Mais juste après cette douceur, il y a un contraste saisissant. Ah oui, il est d'une franchise absolue sur le pronostic. Immédiate. Il dit tout droit. Il s'agit d'une forme avancée, difficile à traiter de manière curative. Pas de faux espoirs. La confiance se construit là-dessus. La douceur dans la forme, mais la vérité sur le fond. Et c'est cette vérité justement qui fait tout exploser. Le script nous montre alors deux réactions qui sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. On va commencer par le patient, c'est un effondrement. Total. Un silence, puis un cri. Mais un cri qui ne vient pas de la peur pour lui-même. Il dit « Mais j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je ne peux pas leur faire ça, je ne peux pas les laisser. C'est un point absolument fondamental. Sa première réaction n'est pas centrée sur lui. Ce n'est pas « qu'est-ce qui va m'arriver à moi ?» c'est « quel mal je vais leur faire à eux ?» C'est son identité de père qui est attaquée. C'est son identité de père, de protecteur. La maladie le dépouille de son rôle essentiel. Sa détresse, c'est le cri d'un homme qui se voit déjà abandonner les siens. C'est une douleur pure sans aucun filtre. Et en face de cette émotion brute, il y a la réaction de son épouse. Le script précise qu'elle est infirmière et on sent que ça change tout. Ah oui, complètement. Elle passe par plusieurs phases en quelques secondes. D'abord, l'émotion contenue. « Oh non, je m'en doutais ». Puis, tout de suite, un réflexe de combativité. On va se battre. Et juste après, elle bascule dans une question d'une rationalité presque glaciale. Oui, elle demande « en ». Docteur, je veux savoir exactement combien de temps il lui reste. C'est ça. Le contraste est saisissant. Ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste en direct à la construction d'une armure psychologique. Face à l'émotion qui la submerge, son cerveau cherche une prise, quelque chose de solide. Et cette prise,
C'est la rationalité. C'est son côté professionnel qui reprend le dessus. Précisément. Demander des faits, des chiffres, un calendrier. C'est une tentative désespérée de reprendre un peu de contrôle. Sur le chaos, Attendez, donc son besoin de savoir combien de temps, c'est pas juste pour l'information, c'est un mécanisme de défense. c'est exactement ça. C'est une armure qu'elle se forge en temps réel pour se protéger de la douleur. En se concentrant sur une donnée quantifiable, elle met l'émotion à distance. On voit vraiment la tension en elle, entre la conjointe dévastée et l'infirmière qui cherche un plan de soins. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une stratégie de survie. Mais c'est une stratégie qui a ses risques. Quel risque? Le risque que l'armure devienne une prison, qu'elle l'empêche de se connecter à sa propre vulnérabilité et à celle de son mari. Elle pourrait rester coincée dans son rôle de soignante et ne plus être l'épouse qui partage l'épreuve. Ce qui place le médecin face à un défi immense. Il a les larmes et les chiffres, la douleur et la logique. Comment il gère ça? Sa stratégie est remarquable. Elle repose sur 2 piliers, la validation et la redirection. D'accord. D'abord, il valide tout, absolument tout. Il ne dit jamais au mari « calmez-vous », ce qui nierait son émotion. Et il ne dit pas à la femme « c'est pas le plus important », ce qui rejetterait son besoin de contrôle. Il accueille tout, sans jugement. Et la redirection, ça vient après? Oui, une fois que les émotions sont reconnues, il les redirige doucement, mais fermement, vers le concret, le possible. Il dit « il existe des traitements, chimiothérapie, prise en charge de la douleur, accompagnement psychologique et social. Je note qu'il ne parle jamais de guérison. » Jamais. Il parle de soutien, de prise en charge, d'accompagnement. Il déplace l'objectif. Il ne s'agit plus de gagner une guerre, mais d'organiser la vie avec la maladie. Et ça nous amène au moment charnière, sa réponse à la question combien de temps. Il refuse de donner un chiffre. Il dit « Il est difficile de donner une durée précise. Je vous propose qu'on avance étape par étape. » C'est un choix délibéré et crucial. Je dois avouer que personnellement, cette incertitude me semblerait presque plus angoissante. Parfois un chiffre, même terrible, c'est une réalité. C'est une réaction très humaine. Beaucoup de gens veulent savoir. Mais cliniquement, donner un chiffre, c'est un piège. Si vous donnez une estimation de 6 mois, le patient risque de passer son temps à cocher les jours sur un calendrier. Il ne vit plus, il attend. Et s'il dépasse l'échéance? La confiance est rompue. En refusant de donner un chiffre, le médecin préserve la qualité du temps qu'il reste. Il préserve l'avenir en quelque sorte. Voilà, en disant « avançons étape par étape ». Il change complètement de paradigme. On n'est plus dans le « compter les jours qui restent », mais dans le « vivre les jours qui viennent ». Il fait passer la priorité du quantitatif au qualitatif. Et c'est le principe fondamental des soins palliatifs. Et là, la conversation se termine sur cette note-là. Une tentative de construire quelque chose. Sa phrase de fin est « Nous allons avancer ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps de digérer cette annonce. » Cette conclusion est d'une très grande intelligence. Dans le chaos total, il offre 2 choses essentielles. Une structure et une permission. La structure, c'est le prochain rendez-vous concret. C'est ça. Je vais organiser un rendez-vous avec l'équipe d'oncologie. Ça donne un fil auquel se raccrocher. On n'est pas dans le vide. Et puis il y a la permission. La permission d'aller mal. Exactement. Prenez le temps de digérer. Cette phrase est d'une puissance folle. Il leur dit pas « soyez forts ». Il leur dit « vous avez le droit d'être anéanti. Vous avez le droit de juste subir le choc ». C'est un immense soulagement. Il offre un chemin pour demain et un répit pour aujourd'hui. C'est un acte de soin. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui me frappe, c'est de voir l'empathie non pas comme un sentiment, mais comme une vraie compétence technique, une stratégie. Absolument. La grande conclusion, c'est que la communication, c'est le premier des traitements. Bien avant la première chimio, le premier soin est administré dans ce bureau, avec 2 mots. Une annonce mal gérée peut causer un traumatisme aussi profond que la maladie. Une annonce bien menée, comme celle-ci, pose les bases de la résilience. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui reste en suspens. Ce script nous montre l'instant T, celui de l'annonce. Mais il ouvre la porte sur toutes les conversations qui, elles, ne sont pas écrites. Oui, Celles que le couple aura dans la voiture en rentrant, probablement silencieuses, déchirantes, et surtout celles, encore plus terrifiantes, qui devront l'avoir avec leurs enfants. c'est la question fondamentale. Comment on passe de recevoir la nouvelle à devenir celui qui l'annonce à ses propres enfants?
Est-ce qu'une conversation comme celle qu'on vient d'analyser, avec sa franchise et son empathie, est un modèle qu'on peut reproduire, ou est-ce que toutes les règles explosent quand il s'agit de ses propres enfants? Le médecin leur a donné un cadre pour affronter la maladie, mais est-ce qu'il leur a donné les outils pour affronter la conversation la plus difficile de leur vie? C'est une interrogation vertigineuse,